Bienvenue dans l'épisode 2 de la saison 1 du podcast de Résalience, association à but non lucratif dont la mission première est de contribuer à endiguer toutes les formes de harcèlement et discrimination dans le monde du travail. À travers ce podcast, nous allons bien au-delà de la thématique du harcèlement et des discriminations, ces deux sujets étant des symptômes d'un mal bien plus profond dont la racine et les causes se trouvent ailleurs, dans la notion d'inclusion, ou plutôt d'exclusion. Dans ce podcast, nous explorons la notion d'inclusion sous tous les angles afin de vous informer, vous sensibiliser et vous apporter des outils pour comprendre un concept bien trop complexe pour être abordé sous un angle unique. Mon nom est Joëlle Payom, fondatrice de Résalience et animatrice de ce podcast. La saison 1 du podcast démarre avec une série dédiée au racisme visant les personnes noires à Genève. Cette série spéciale de 4 épisodes est subventionnée par la ville de Genève, que nous remercions chaleureusement pour la confiance et le soutien. Dans cet épisode, intitulé « Comprendre comment le passé impacte le présent », nous parlerons des biais et préjugés racistes, de leurs racines et comment ils sont encore véhiculés de nos jours. Nous parlerons également de la colonisation du continent africain, une histoire commune et douloureuse dont les méfaits se font encore sentir aujourd'hui sur des personnes noires à travers le monde. En contextualisant la présence de la Suisse sur le continent africain, nous nous interrogerons sur son rôle, car le fait qu'elle n'ait pas d'accès à la mer ne l'a pas empêchée au XVIIIe siècle de participer à l'exploitation négrière et au commerce triangulaire. Alors, peut-on parler d'héritage colonial dans un pays n'ayant pas possédé de colonie au sens strict du terme ? Et comment un pays sans territoire colonial a-t-il pu participer activement au colonialisme ? Quel rapport la Suisse entretient-elle avec ce passé colonial ? Ce sont les questions autour desquelles nous échangerons avec mon invité du jour, femme engagée, femme d'action, femme de tête et aussi femme de cœur. Noémie Michel se définit comme, je la cite, activiste et travailleuse culturelle féministe noire. Elle est également chercheure enseignante et maître assistante au département de sciences politiques de l'Université de Genève. Avec elle, nous remonterons le temps pour essayer de comprendre la genèse de ce fléau qu'est le racisme, celui visant tout particulièrement les personnes noires. Je me réjouis par avance de cette conversation avec vous, Noémie Michel. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Joëlle, merci de m'avoir invitée, je me réjouis également. Alors, vous êtes maître assistante en théorie politique depuis 2016 à l'Université de Genève, plus particulièrement dans le département de sciences politiques et de relations internationales. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots et surtout présenter votre parcours et vos domaines de recherche actuels ? Alors, j'ai bien aimé la manière dont vous m'avez présentée comme femme de cœur, femme de tête. Donc, je reprends ces mots à mon compte. Et pour revenir sur mon parcours, alors j'ai le statut de maître assistante en théorie politique depuis 2016, mais je travaille à l'Université de Genève depuis bien plus longtemps. J'ai commencé en 2007 en tant qu'assistante, en débutant un doctorat en sciences politiques, un doctorat que j'ai obtenu en 2014, qui portait sur les discours de blessures raciales en Suisse et en France, et notamment sur la notion d'égalité. Et voilà, et j'enseigne et je fais de la recherche, je pourrais dire sur 2 axes. Un premier axe qui m'intéresse beaucoup et dont je pense qu'on va beaucoup parler, c'est les politiques de l'antiracisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plusieurs manières en Europe de penser ce que doit être l'antiracisme. Il y a des clashs, en fait, entre différents antiracismes. Et moi, ça m'intéresse, en fait, les rapports de pouvoir entre différents discours et actions et antiracistes. Et le deuxième axe, c'est la question de la voix. Pourquoi et comment certains groupes n'ont pas de voix politique dans des sociétés. Qu'est-ce que le racisme a à voir avec ça ? Et c'est quoi les stratégies pour mieux se faire entendre et écouter ? Comment en êtes-vous arrivé à la recherche sur les théories postcoloniales et critiques de la race ? Oui, alors je l'ai pas dit, mais c'est le champ, enfin c'est le label que j'utilise pour désigner un champ qui est très vaste, que je nomme constellation. Je dis toujours à mes étudiants, Tox, c'est une constellation, les études critiques de la race et de la postcolonialité. Alors, j'en suis arrivée à m'intéresser à ce champ de recherche qui n'était pas du tout inscrit à mon curriculum durant mes études, donc assez tardivement, vers la fin de mon master. Je dirais qu'il y a 2 raisons. Premièrement, omission, c'est-à-dire que je me rendais compte que, paradoxalement, plus j'avançais dans le parcours éducatif, plus je montais les échelons de l'éducation supérieure,
moins je trouvais que les savoirs qu'on me transmettait résonnaient avec ma vie en tant que femme afrodescendante. Et moins je trouvais aussi qu'ils résonnaient avec certains livres, certains visages sur des couvertures de livres que j'avais pourtant croisés dans les bibliothèques de mes parents et de mes proches depuis que j'étais petite. Donc l'omission de certains savoirs, les savoirs noirs notamment, l'omission de certains auteurs qui pourtant ont tant pensé notre monde, l'omission de certains visages, voilà, quelque chose de très homogène aussi dans le corps professoral. Donc voilà, il y avait cette omission, ça c'est la première raison. C'est comme si je sentais que je devais, qu'il y avait quelque chose qu'il fallait combler cette omission. Quand je vous entends, ça me fait penser à la notion de justice, comme s'il fallait que vous réinstauriez une forme de justice ou de justesse dans tout ce qui était partagé. Et j'aime bien l'idée de justesse comment ça résonne avec le mot justice. Alors je pense pas que humblement, je pense pas que c'était mon rôle, mais de contribuer. Et c'est là qu'en fait j'ai découvert, notamment aussi grâce à une collègue étudiante masterante qui avait séjourné dans un contexte anglo-saxon où ce champ est beaucoup plus établi, donc le champ critique postcolonial, le champ des théories critiques de la race. En fait, j'ai découvert tout un champ, et c'était aussi le moment en 2007 où il y avait des traductions vers le français. À l'époque, là maintenant je maîtrise l'anglais, mais à l'époque c'était pas encore ça, et en fait j'ai découvert tout un champ, et tout à coup je me suis rendu compte que ça ouvrait tout un horizon qui répondait à cette omission, ce manque que j'avais. Puis la deuxième raison, elle est liée, c'est-à-dire c'est le désir, c'est l'envie, la curiosité, de justement creuser, connaître, m'inscrire moi-même dans cette constellation de savoir qui finalement propose de raisonner avec mon existence et avec l'existence des différentes communautés dans lesquelles je m'inscris. Alors, c'est très bien parce que ça résonne avec votre existence pour une raison très simple, c'est qu'on ne voit pas à la radio, l'audio sans image, on ne sait pas. Mais vous êtes afrodescendante. Exactement, je suis afrodescendante. Je trouve que c'est important de dire que je suis afro-caribéenne de mon père qui est haïtien, et que j'ai une maman par contre qui est européenne de l'Est. Souvent les gens, quand ils voient une personne qu'ils qualifient de métisse, terme que je n'utilise plus, en fait, moi je préfère dire que je suis noire, bénéficiant du privilège de la peau claire dans certaines situations. On parle de colorisme. Voilà, on parle de colorisme, donc je pense que c'est très important de le reconnaître et de le dire et d'assumer les responsabilités que ça implique. Et en fait, les gens pensent souvent que je suis moitié suisse, en Suisse, alors qu'en fait je suis européenne de l'Est, et que je pense que ça m'a donné une expérience très différente, parce que l'Europe de l'Est, de par les socialismes, avait un rapport au continent africain très différent que les pays plus occidentaux. Donc c'est aussi important de situer ça. Vous êtes née en Suisse, vous avez grandi en Suisse. Ouais, j'ai grandi à Genève. Je suis née à Genève à l'hôpital universitaire de Genève, donc juste à quelques pas d'ici, parce qu'on est dans mon bureau à l'université de Genève. D'accord. Le racisme a plusieurs définitions. Quel regard portez-vous sur cette notion d'un point de vue scientifique peut-être? Et puis qu'entend-on selon vous par racisme en 2023 et en Suisse? Alors, effectivement, le racisme, comme je dis, le champ des théories critiques de la race, il est énorme, et il y a plein de définitions. Moi, j'ai une définition qui essaye de mettre en avant le côté historique du racisme, et j'aime beaucoup, et je le répète, je cite toujours cet auteur, j'aime beaucoup l'auteur afro-britannique Stuart Hall, qui parle de la race, parce que je pense que pour comprendre le racisme, il faut d'abord comprendre qu'est-ce que c'est que la race. Stuart Hall, il nous dit, la race, c'est cette langue qu'on parle tous, et qui c'est une grammaire en fait. C'est comme un code dont on hérite et qui vient transformer nos corps en texte. Wow. C'est-à-dire c'est un code qui va faire que chacune d'entre nous, quand on regarde un corps, on va tout de suite le classifier et aussi le hiérarchiser en fonction, attention, pas seulement de la couleur de peau, mais de plein d'autres attributs visibles à la surface de ce corps, à savoir la forme du nez, les cheveux, la texture des cheveux, la soi-disant corpulence, mais aussi des émanations, des soi-disant émanations de ce corps, à savoir l'odeur, etc. Donc c'est plus que la couleur de peau, la race.
C'est vraiment cette grammaire qui nous fait classifier, hiérarchiser les corps. D'où elle vient, cette grammaire? Pourquoi est-ce qu'on sait tous lire les corps comme des textes? Pourquoi est-ce qu'on est toujours en train de se décortiquer les unes les autres? Elle vient de l'histoire coloniale et de l'histoire de l'esclavage, en fait. Il a fallu inventer cette idée pour pouvoir exploiter des peuples et des territoires entiers et les mettre au travail forcé, les exproprier. Et en fait, la race est au cœur de la modernité dont on hérite aujourd'hui. Donc en fait, la race, pour moi, ne peut pas être désarticulée du capitalisme, de notre système capitaliste. Et le racisme, dans ce sens, c'est l'ensemble des opérations qui produisent de l'oppression en se basant sur l'idée de la race. Excellent. Et ça va de quelque chose de très structurel, institutionnel, au non-dit entre personnes dans la rue, quoi. Des fois, un simple regard relève du racisme. Donc c'est extrêmement... c'est un peu l'air qu'on respire. Hein. C'est très insidieux et c'est présent au quotidien et partout. C'est ça. Qu'est-ce que le racisme structurel, alors, et comment est-ce qu'il se manifeste en Suisse ? Le racisme structurel, c'est... en fait, bon, déjà, revenons sur le terme de structure. Donc, la structure, c'est l'ensemble... une structure sociale, c'est l'ensemble des relations entre différents éléments dans une société. Donc, ces différents éléments, ça peut être des personnes, des institutions, des organisations, des sous-collectivités dans cette société. Donc, une structure, c'est ce qui tient ensemble tous ces éléments. Le racisme structurel, c'est le fait que les relations entre ces éléments, elles sont conditionnées par la question de la race. C'est-à-dire que une personne qui sera marquée comme noire quand elle entre dans une structure sociale, par exemple une institution comme l'Université de Genève ou une institution comme le Grand Conseil à Genève, elle va être exposée à des formes de relations, des rapports de pouvoir racistes. Donc c'est pour montrer et que les personnes qui sont dans ces structures, en fait, pour moi vraiment, le racisme structurel, c'est une manière aussi de recentrer la question du racisme là où elle prend naissance. C'est-à-dire, c'est certes des individus qui souvent reproduisent le racisme, mais c'est pas chez les individus, chez les agents individuels qui seraient comme ça hors contexte que le racisme se propage. Donc le racisme structurel, c'est aussi toujours redire qu'on apprend à être raciste et on apprend à être raciste dans des structures. Et en fait, ces structures aussi, elles héritent d'une longue histoire. Et quand on parle de structure, moi, ça me fait penser aussi au système. C'est qu'en fait, il y a un système qui est présent, qui renforce, qui rajoute au racisme, en fait, et qui participe justement à cette diffusion inconsciente chez les êtres humains. Inconsciente et consciente. Des fois, c'est très conscient, parce que finalement, comme on est dans un système qui est quand même basé sur le capitalisme, et donc qui est quand même basé sur l'idée de faire profit, l'exploitation de l'être humain par l'être humain. Voilà. Du coup, en fait, étant donné que le racisme, ça profite à certains groupes au détriment d'autres, du coup, c'est aussi, même si on dit que c'est inconscient, je pense que ne rien faire, c'est aussi participer à la reproduction de certaines formes de racisme. Donc, il y a un auteur qui parle de l'ignorance blanche en disant que c'est pas forcément une ignorance qui est complètement inconsciente, mais que c'est une forme de comportement de ne pas savoir, ne pas voir. On préfère ne pas voir parce que si on se confronte à la réalité, ça crée une forme d'obligation d'agir ou de faire en sorte de changer les choses. Ça remet en question un ensemble, un système qui a été designé pour profiter de manière systématique, toujours au même groupe, au détriment des autres. Ok. Peut-être juste, je voudrais quand même rajouter une chose très importante sur la définition du racisme. Au bout de cette histoire, on parle de vie et de mort. Il y a cette auteure que j'aime beaucoup, Ruth Gilmore Wilson, qui est une géographe africaine-américaine, qui dit que le racisme, c'est quand même cette exposition intense à la mort prématurée. Je pense que c'est très important de le rappeler parce que en Suisse, on parle de discrimination, on parle de biais, on parle de préjugés. Donc des fois, pour moi, c'est un vocabulaire qui vient parfois un peu
nous détourner du fait que la race et le racisme, ce sont des systèmes d'oppression qui viennent réduire les horizons de vie et les horizons de désir de certains groupes systématiquement. Et là, on parle des groupes noirs qui sont marqués comme noirs. C'est plus confortable de mettre le focus sur une forme de manifestation qui pourrait être inconsciente, plutôt que de mettre le focus sur l'impact sur qui les est effets. Violent, sur les effets, effectivement, les conséquences qui sont dramatiques, on l'a vu et on le voit encore récemment, des personnes noires qui sont tuées juste à cause de la couleur de leur peau. Pouvez-vous nous en dire plus sur la théorie critique? Alors, sur la théorie critique de la race, ce que la théorie critique de la race nomme racelessness. Qu'est-ce que c'est? Oui, la racelessness, en fait, c'est un terme que j'ai beaucoup travaillé dans mes différents écrits, dans mes différentes publications, et j'en profite pour dire que ces publications sont disponibles souvent de manière open access sur le site des archives ouvertes de l'Université de Genève en tapant mon nom. Donc c'est un savoir qui est là. La racelessness en anglais, hein, c'est un peu bizarre, c'est un néologisme. Ça veut dire la race sans race, le racisme sans race. On est dans des configurations en Europe continentale depuis la Deuxième Guerre mondiale, des configurations dans lesquelles les groupes dominants, les majorités, se disent qu'il faut plus parler de la race, un peu sur cette idée du plus jamais ça. Il y a eu l'horreur de la Shoah, et il y a eu le Nuremberg, donc la condamnation par la communauté internationale, notamment aussi par l'ONU, du racisme comme quelque chose de moralement grave, parce qu'il faut quand même pas oublier qu'avant ça, c'était pas condamné moralement, hein. Donc utiliser scientifiquement l'idée de race, c'était ok. Donc déjà aussi se dire que l'antiracisme, en fait, en tant que concept juridique adopté par la communauté internationale, adopté par des groupes dominants, ça n'existe que depuis 70 ans. L'antiracisme des luttes de résistance noire, ça existe depuis plusieurs siècles. Mais l'antiracisme légal, inscrit dans nos régimes juridiques en tant que droit humain, enfin rattaché à la question des droits de l'homme, c'est quand même une idée qui reste récente. Et le problème avec cet antiracisme par le haut, c'est qu'il est beaucoup rattaché à ce désir de laisser la race derrière soi. Est-ce que c'est en lien avec ce qu'on nomme souvent, alors en anglais, colorblind, oui, colorblind, c'est tout à fait ça, mais en fait, je voulais pas utiliser le terme colorblind pour plusieurs raisons. Premièrement, je trouve qu'il est validiste, c'est-à-dire que en fait, il utilise un terme lié à un handicap, le fait d'être aveugle. Et deuxièmement, parce que conceptuellement, il n'est pas du tout précis. Et ça me permet de mieux expliquer ce que c'est la racelessness, c'est-à-dire que, comme je le disais dans ma définition de la race, transforme nos corps en texte. Donc en fait, la race, le code ou la grammaire de la race passe principalement par les yeux, par le registre du visible. Donc quand on dit colorblind, on dit aveugle aux couleurs, mais en fait, tout le monde voit la race. La racelessness, c'est l'histoire d'un déni. Tout le monde voit la race, mais tout le monde prétend, en tout cas les groupes majoritaires, prétendent ne pas la voir. Donc je trouve que c'est pas conceptuellement précis de dire aveugle à la race. Personne n'est aveugle à la race. Tout le monde la voit, tout le monde la sent, tout le monde l'entend. Merci beaucoup pour ces clarifications. J'étais jamais personnellement allée aussi loin, où j'apprends énormément là, et déjà je voudrais vous remercier pour ça, parce que ah oui, Une chose importante sur la racelessness quand même que je me permets d'ajouter très rapidement, c'est que la conséquence sur les personnes qui, elles, vivent avec les personnes qui sont marquées dans leur corps par la différence raciale, notamment les personnes noires, c'est que du coup, quand elles essayent de parler de ces expériences de racisme, elles sont obligées de les nommer, et que du coup, c'est elles qui vont être criminalisées parce qu'elles parlent de la race alors que ça ne devrait plus, on devrait avoir laissé ça derrière nous. Donc c'est hyper pervers. Hein. C'est dérangeant, forcément. Il y a des personnes. C'est le principe du déni. Quand on ne veut pas voir un problème, la personne qui met le problème sur la table devient le problème. Hein. Exactement. Alors, quelle est la genèse du racisme anti-noir? On a parlé précédemment vous avez évoqué la colonisation. Donc, selon vous, ça vient de cette époque-là ou peut-être même avant? Ouais, il y a plusieurs auteurs, il y a plusieurs historiennes qui ont il y a des débats autour de l'origine du racisme anti-noir. On peut parler de mots
ou de termes qui déjà avant notre modernité, donc sous l'Ancien Régime, dans l'Antiquité, venaient qualifier des personnes à la peau sombre. Par contre, moi, en tout cas, dans mes recherches actuelles, je m'appuie plutôt sur des auteurs, des historiens, des philosophes qui considèrent que c'est vraiment au moment où on sort de l'Ancien Régime, où on entre, où il y a la révolution industrielle, où on entre dans ce qu'on appelle notre modernité, que naît le racisme anti-noir tel qu'on le connaît et systématisé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des puissances qui vont en fait décider de découvrir, je mets des guillemets autour de découvrir et de conquérir, là je mets pas de guillemets, des territoires de manière systématique, de venir poser des couronnes, des royautés sur des territoires dits outre-mer et qui, en faisant ça, vont justifier cette conquête et ces colonisations de manière systématique sur une supériorité blanche. C'est très important toujours de dire que le racisme anti-noir et la notion de supériorité blanche ne peuvent pas se penser de manière séparée. En fait, l'un implique l'autre. Et donc, voilà, le racisme anti-noir, ça naît au moment d'une accaparation de vie qui à l'époque ne se définissent pas comme noirs, qui vont être mises en captivité, transportées dans des bateaux, les bateaux négriers, amenés dans le entre guillemets nouveau monde, parce que c'est un nouveau monde pour les Européens, mais pas pour les peuples autochtones qui sont sur place et qui ont été décimés. Parce que leur système immunitaire ne résistait pas aux maladies européennes. Aujourd'hui, l'antiracisme, il faut le dire, est à la mode. C'était pas le cas, il y a encore 10 ans, on n'en parlait pas du tout. Alors, avant de parler de la définition de celle qui vous intéresse particulièrement, est-ce que vous pouvez nous citer rapidement les différentes catégories? Parce que moi, je connais pas. Non, justement, je voulais vous parler de l'antiracisme qui capitalise. Alors, il y a celui qui capitalise, celui qui prend soin, et puis... j'ai envie déjà de parler de ces deux grandes catégories. Il y en a, on pourrait aussi les nommer autrement. Mais l'antiracisme qui capitalise, c'est un antiracisme qui est souvent porté par des institutions, souvent exprimé par des groupes majoritaires, qui en fait vont capitaliser sur les discours antiracistes, des phrases, des déclarations antiracistes, des discours du style nous sommes pour l'égalité, vive la diversité, enfin voilà, des déclarations parce que ça va leur permettre de nourrir leur image de marque et parce que ça va leur permettre de s'ériger comme à la pointe du progrès et on parle de diversity washing en fait. Exactement. Bon, désolé pour l'anglicisme mais ça capitalise et ça capitalise de nouveau sur au détriment et sur les corps de celles et ceux qui sont affectés dans leur chair par le racisme. Et donc pour moi, l'antiracisme qui prend soin, c'est celui qui se centre avant tout sur les effets du racisme anti-noir, sur qu'est-ce que ça fait quoi à la psyché, ça fait quoi au corps. C'est un antiracisme qui prend soin, c'est un antiracisme qui va être sophistiqué dans sa description de la violence raciale, mettre les bons mots, comprendre des opérations de violence raciale, comprendre comment elles se réinventent sans cesse, comment à la fois elles se retrouvent partout sur la planète, mais sont aussi spécifiques à des contextes. Donc c'est un exercice de compréhension, de décortication, et aussi, après, un exercice de réflexion sur réparer, en fait, les effets de cette violence, et imaginer des solutions pour qu'elles n'existent plus. Et toujours centré sur les groupes qui vivent en premier plan la violence raciale, et y compris à l'intérieur du groupe des personnes afrodescendantes. Donc je parlais au tout début du podcast de colorisme, et je disais, voilà, si je me définis en tant que personne à la peau claire, je sais que dans certains espaces, pas partout, ça peut devenir un privilège en comparaison à une sœur à la peau plus foncée. Et j'ai aussi cette responsabilité d'être alerte sur ça, et à ce moment-là d'écouter la sœur à la peau plus foncée. En tant que noire vivant en Europe, on a une responsabilité vis-à-vis des personnes noires qui vivent dans d'autres territoires. On participe aussi
En fait, on à fait l'exploitation raciale, en et fait. puis on fait partie d'un système. Je veux dire, si on C'est dénonce ça. un système qui fait une hiérarchie au niveau, alors on va revenir sur la définition basique, sur la couleur de la peau. On peut pas s'opposer ou combattre la hiérarchisation qui voudrait que, ben, par exemple, les blancs soient au-dessus, les noirs en dessous, et puis à l'intérieur du groupe des noirs, être nous-mêmes dans le déni de la hiérarchisation qui existe à l'intérieur du groupe selon Et qui voilà, structure nos vies, et de nouveau, qui ouais. va rendre plus ou moins intense notre vulnérabilité à la mort prématurée, pour Mhm. revenir sur ma définition. Donc, prendre soin, c'est en fait, c'est l'amour de nos vies, en fait. Pour moi, un racisme qui prend soin, c'est un racisme qui se met au centre L'humain. l'amour de nos vies Mhm. et des vies noires. Le racisme qui vise les personnes noires émane de tous les groupes ethniques. Mhm. Ce n'est pas uniquement des groupes blancs, mais on a aussi vu, et on le voit régulièrement, ben, alors est-ce que je dirais les Arabes? Oui. On sait aussi dans l'histoire de la colonisation qu'il y a eu les traites arabo-négrières. Mhm. Ça émane également des groupes asiatiques, enfin de tous les groupes ethniques. Comment on peut expliquer ça? Bon, moi, je ramène quand même toujours tout au système suprémaciste blanc et au capitalisme racial. C'est-à-dire, comme on en parlait tout à l'heure, il y a des stratifications dans un système, des hiérarchisations entre différents groupes, et ces différents groupes vont peut-être utiliser ou reproduire des formes de domination pour pouvoir avoir une petite part d'un gâteau qui, à la base, n'a même pas été cuisiné par eux. D'accord. Donc, en fait, c'est l'impact, c'est vouloir se rapprocher du groupe majoritaire ou du pouvoir et reproduire, en fait. Et reproduire, et on est dans un système, donc je trouve que c'est important de parler du racisme anti-noir et des formes de négrophobie. Je ne suis pas assez spécialiste de la question des traites négrières dans le monde arabe, pour pouvoir me prononcer sur la matrice historique qui viendrait créer ce qu'on appelle la négrophobie en Afrique du Nord. Je pense qu'il y a des auteurs qui ont écrit là-dessus. Ce que je trouve quand même compliqué aujourd'hui, c'est que ce que je vois quand on est en Suisse, en Europe, c'est que des fois, on aime beaucoup remettre les projecteurs sur le racisme anti-noir des autres, alors qu'on est dans des sociétés qui sont à majorité blanche. Donc moi, je dis, je suis ici, à Genève. Le racisme anti-noir qui se reproduit dans la société dans laquelle je vis, c'est un racisme anti-noir qu'il faut avant tout comprendre par le biais d'une compréhension aussi de la blanchité et de la domination blanche. C'est ça, en fait, le cadre d'analyse qui, moi, m'intéresse. Alors, j'aimerais qu'on... Je suis en train de me demander... J'aimerais qu'on parle un peu d'intersectionnalité maintenant. Ouais, super. C'est un terme dont on entend de plus en plus parler, et tant mieux. Vous pouvez nous expliquer rapidement d'où il vient et qu'est-ce que ça veut dire? Alors, le terme intersectionnalité, il faut déjà, il y a des multiples généalogies, en fait, de ce terme. Une des généalogies qui est la plus connue, la plus citée, c'est celle de l'article de la chercheure Kimberly Crenshaw, une chercheure afro-américaine qui a vraiment publié un article avec le terme intersectionnalité dans le titre. Mais moi, je m'intéresse au manifeste du Combahee River Collective, qui était un manifeste de femmes noires lesbiennes qui, dans les années 70, ont publié un manifeste où elle parlait déjà de interlocking, donc je sais pas trop comment on peut traduire ça en français, mais de l'entrechoc, en fait, l'entrechoc des différentes oppressions. Moi, j'aime bien... donc, en fait, l'intersectionnalité, c'est un terme qu'il faut en tout cas toujours rattacher aux traditions féministes noires. Et dans le monde francophone et sur le continent africain, des penseurs, des auteurs, des artistes femmes noires ont pensé la manière dont différents systèmes d'oppression s'entrechoquent dans leur vie. Moi, j'aime bien utiliser le terme de concert des oppressions. Quand on est une femme noire, quand on est perçu socialement comme une femme, marquée racialement comme noire, en fait, on va entendre au quotidien des fréquences qui vont nous ramener
à cette double minorisation, cette double oppression. On peut pas les séparer, ces fréquences. Elles jouent ensemble. Vous avez des exemples, justement? Des exemples, c'est quand on est, par exemple, dans la rue, qu'on marche dans la rue en tant que femme noire et que on va être interpellé de manière sexiste par un terme qui va être hyper sexualisant. Je pense, par exemple, à Salut la panthère. On vit à la fois un moment de sexisme, donc on entend le son du sexisme, et à la fois aussi, étant donné que c'est le mot panthère qui a été utilisé, on entend le son du racisme, parce que les personnes noires, historiquement, ont toujours été rattachées à l'animalité. Donc en fait, comme c'est pas possible de démêler l'oppression qui est vécue à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'un cadre de compréhension intersectionnelle est nécessaire. Après, des fois, ce que je trouve compliqué avec l'intersectionnalité, notamment la manière dont elle est utilisée aujourd'hui, c'est qu'elle est détachée de sa généalogie féministe noire. Donc, du coup, l'intersectionnalité, ça va être utilisé un peu comme un modèle géométrique. Oui, on est à l'intersection d'oppression, et du coup, des fois, la race est évacuée du discours de ces intersections. Donc ça me pose problème parce que le modèle d'analyse, il est vraiment né de cette expérience particulière. Et puis, je trouve aussi que le terme intersectionnalité, étant donné qu'il utilise une métaphore géométrique, on est à l'intersection de plusieurs oppressions. Je trouve que des fois, il manque de finesse pour comprendre comment c'est l'histoire, en fait, qui nous place là-dedans. Et comment aussi ça bouge en fonction du temps et en fonction des contextes dans lesquels on est. On n'est pas définitivement toujours sujette au sexisme et au racisme. Selon son quotidien, des fois c'est la race qui prévaut, des fois c'est la question du genre, des fois c'est la question de la classe, des fois c'est la question du validisme. Donc je trouve que voilà, moi j'aime bien le concert des oppressions parce que ça donne un peu plus de dynamique. Ça fait comprendre à quel point dans notre vécu, dans nos expériences, on est exposé à des sons qui nous oppressent et qui bougent. Les harmonies sont différentes selon là où on se situe, selon. Mais vous pensez pas que c'est finalement, j'entends hein, la question de l'intersectionnalité qui aujourd'hui est un peu, on va dire, démocratisée, qui intègre beaucoup de choses et on perd un peu de vue l'origine, la genèse de la chose. Mais est-ce que ce n'est pas un mal pour un bien? J'entends, c'est que au moins on en parle. On en parle. Au moins, ça permet de faire comprendre aux personnes qui ne voudraient pas ou qui seraient dans le déni de comprendre qu'un être humain, quel qu'il soit, peut être à l'intersection de plusieurs oppressions. Oui. Et puis de rappeler les personnes qui auraient tendance à l'oublier que la race en fait partie. Mais je trouve que, enfin, je me pose la question, je pense que cette démocratisation peut être un mal pour un bien, au moins pour pouvoir mettre le sujet sur la table. Puisque l'autre, qui n'est pas concerné par le racisme, va être concerné par la croisée des oppressions, parce que l'autre peut être âgé, et l'autre peut être handicapé, et l'autre peut être lesbienne ou homosexuelle, et là, l'autre comprend ce que ça fait que d'avoir plusieurs oppressions, que de subir plusieurs oppressions. Donc pour moi, il s'agit un peu de s'engouffrer du coup dans cette brèche pour dire oh, au fait, il y a encore une oppression qu'on a oubliée, là, c'est le racisme. Mais c'est une action de longue haleine, en fait. C'est un travail de longue haleine. Donc, effectivement, on n'est pas encore dans l'idéal qu'on viserait, mais il faut bien démarrer de quelque part. Et d'où l'importance du travail que des personnes comme vous, Noémie, faites et qui doit être mis en avant et qui doit être reconnu, justement, pour ne pas invisibiliser, comme l'histoire l'a souvent fait, les Noirs, et en particulier les femmes noires. En particulier les femmes noires. Et en particulier les femmes noires. Le syndrome méditerranéen, est-ce qu'on peut en parler? Parce que ça, c'est quelque chose justement qui... Alors, on l'appelle méditerranéen, mais les femmes noires, notamment, sont beaucoup confrontées à ça. Est-ce que, très rapidement, vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit et l'impact que ça a justement sur les vies? Le syndrome méditerranéen, c'est cette idée qui est répandue et qui, malheureusement, informe encore certaines manières
de pratiques médicales, certaines manières de négliger en fait des femmes noires, des femmes arabes, mais aussi des hommes racisés dans le milieu médical, qui se dit ces personnes ont la peau dure ou elles mentent quand elles disent qu'elles souffrent. Enfin voilà, et qui va du coup, ça, de nouveau, ça crée des morts. Il y a le cas il y a des en France, on est juste à côté de la France. Et ça m'avait marqué parce que la victime avait le même prénom presque que moi. Elle s'appelait Naomi. Malheureusement, j'ai oublié son nom de famille. Oui. Qui est décédée récemment. Elle avait appelé les urgences en disant qu'elle souffrait. On lui a ri au nez. En 2018. Voilà. La réceptionniste lui a ri au nez en lui disant de simplement prendre un Doliprane. Donc cette négligence, c'est-à-dire cette non-considération des souffrances physiques des personnes noires, elle trouve ses racines dans l'histoire. C'est-à-dire l'histoire de la mise au travail, de l'exploitation, donc le stéréotype de la peau dure, il vient bien entendu d'une histoire de violence qui a été euphémisée, des peaux qui ont été fouettées, qui ont été violentées, qui ont été négligées. Exactement. On revient toujours là. On revient toujours là, oui. Justement, en parlant de l'esclavage et puis il faut qu'au moins qu'on y touche, le passé, l'histoire de la Suisse avec la colonisation. Selon Hans Fessler, ancien député, professeur historien suisse, dans toutes les régions suisses, certaines familles ont accumulé des fortunes grâce au commerce triangulaire. Et donc son livre « Une Suisse esclavagiste » explique comment, pendant la traite négrière, des commerçants, banquiers, militaires suisses ont investi dans les sociétés coloniales et participé aux expéditions et à la répression des révoltes. Donc d'après lui, la Suisse est une puissance coloniale à temps partiel. Qu'est-ce que vous pensez de cette expression ? Puissance coloniale à temps partiel, je sais pas. Il y a d'autres auteurs qui parlent de colonialisme sans colonie. En tout cas, une chose est sûre, c'est que la Suisse, avant même qu'elle soit l'État helvétique tel qu'on le connaît, qui est un État jeune, mais les différentes bourgeoisies, les différentes collectivités qui composent la Suisse d'aujourd'hui, il y avait des agents, des acteurs, des organisations qui ont participé et tiré profit de la traite négrière. J'aime bien aussi parler de cette histoire, c'est un peu vertigineux, on peut prendre des rues à Genève et commencer à en parler. Le boulevard James Fazy, en fait, c'est le boulevard c'est en fait là où j'ai grandi. Enfin, je suis née, je n'y habite plus, donc je peux me permettre de parler de ce boulevard. J'ai grandi là, j'ai mis du temps à savoir que la famille Fazy tirait profit du commerce des Indiennes, ces tissus qui servaient de monnaie d'échange dans le cadre de la traite négrière et de l'esclavage. Il y a aussi des Suisses qui ont eu et ramené, donc qui ont été dans le Nouveau Monde, dans le entre guillemets Nouveau Monde, et qui ont ramené avec eux des esclaves. L'histoire, donc j'ai ma collègue Jovita dos Santos Pinto, qui est historienne, qui travaille sur l'histoire des femmes noires. Elle a un peu été décortiquer les archives, elle a trouvé l'histoire de Pauline Buisson. C'était une femme noire esclavagisée qui est revenue avec un homme qui avait été dans les Amériques, qui l'avait possédé et qui est resté esclave en fait à Yverdon. D'accord. Et elle a eu un enfant avec cet homme et s'est posé la question de la citoyenneté. Tout à fait. Et on a refusé la bourgeoisie à ce garçon en disant qu'il était le fruit d'une matière inflammable, je cite. En fait, c'est pour montrer à quel point l'idée de la race, elle était là, en Suisse, même si la Suisse, à un moment, il y a eu un débat sur la colonisation. Il y a eu une question, est-ce qu'on nous aussi, on a des colonies, etc. Et finalement, le débat n'est pas passé, mais la Suisse se concevait comme une nation faisant partie des puissances occidentales, la Suisse, d'ailleurs, la nation suisse a pris parce que c'est une nation quand même, quand on y pense, c'est pas une nation, il n'y a pas une langue, une culture, un peuple, il y a plusieurs langues, plusieurs religions. Donc c'est un État-nation qui a trouvé de la cohésion grâce à l'idée de la blanchité. En se définissant comme supérieur, je l'ai développé ailleurs dans mes écrits, mais je pense que c'est toujours important de le rappeler. On a tendance en Suisse à toujours renvoyer ces histoires à l'ailleurs, donc à externaliser en fait l'histoire de l'esclavage et de la colonisation.
On va mettre des liens sur tout, parce que c'est très très riche et effectivement, malheureusement, on ne peut pas tout couvrir dans ce podcast, mais on mettra les liens sur vos différentes recherches. Je voudrais revenir sur le débat dont vous parliez sur le rôle de la Suisse et le fait qu'elle n'ait pas été une puissance coloniale. Au terme de la conférence de Durban, justement, contre le racisme qui a été organisée en 2001, la position de la Suisse semblait claire à ce moment-là. C'était la Suisse n'a été ni une puissance coloniale, ni n'a participé à l'esclavage. Et puis sur cette affirmation, la conseillère fédérale à l'époque, Micheline Calmiret, elle finira par revenir dessus. Est-ce que vous considérez que le fait qu'elle soit revenue dessus, c'était une forme de mea culpa? Je sais pas à quel moment elle est revenue dessus, mais j'en suis très contente et je pense que c'est le résultat des luttes, à la fois politiques et intellectuelles, de personnes, principalement de personnes descendantes de colonisés. Je me mets dans ce groupe. Ça fait 14 ans que je travaille là-dessus, que je publie, que je fais des interventions publiques à la radio, dans les journaux, etc., avec plein d'autres. Et en fait, pour dire que, pour comprendre le racisme dans le présent suisse, pour comprendre comment la Suisse se conçoit comme une nation exclue, à des frontières extrêmement rigides, confère la nationalité enfin c'est très dur en fait d'avoir la nationalité suisse. Moi-même qui suis née ici, je l'ai eu très tardivement, étant de deux parents immigrés. Donc cette notion en fait de la blanchité en Suisse, elle est là, elle est issue de cette histoire coloniale et elle est issue de l'histoire de l'esclavage. Et en fait, c'était presque comme un crachat en fait d'entendre les plus hautes autorités dire non, la Suisse n'a rien à voir avec ça, quand nous, dans notre quotidien, on est toujours confrontés aux fantômes de cette histoire qui continue à informer nos vies, qui continue à restreindre nos horizons. Donc, je savais pas que Micheline Calmiret était revenue sur cette question. Je suis quand même un peu inquiète parce que très récemment, le groupe le groupe de travail des personnes afrodescendantes de l'ONU a visité la Suisse, a consulté la société civile et les organisations noires en Suisse, a publié un rapport en s'alarmant sur à la fois l'amnésie coloniale et à la fois la manière dont cette amnésie permet au racisme anti-noir de se perpétuer, notamment par le profilage racial, notamment par des meurtres policiers. Et la réaction de l'ambassadeur de la Suisse à l'ONU a été de dire que c'était un malentendu. Et ça, c'était récent. Ça date de fin 2022. Donc, et en même temps, on est dans un moment où étant donné que je suis sollicitée aussi par des institutions culturelles, je me rends compte que des institutions sont prêtes ou ont envie, en tout cas, de faire un travail sur l'histoire coloniale. J'ai quand même, comme vous, le sentiment qu'on est dans un moment charnière. Il y a des actions qui sont mises en place et on sent qu'il y a une volonté d'avancer et d'explorer cette question, en tout cas de sortir du déni. Donc ça, c'est quelque chose de positif. Le fait aussi que nous soyons là, toutes les deux, en train de parler de racisme anti-noir dans un podcast subventionné par la ville de Genève, ça montre qu'il y a une volonté de se confronter au problème. Je le disais, on est à l'Université de Genève aujourd'hui où on enregistre ce podcast. Il y a le bâtiment Karl Vogt qui a été débaptisé. Donc, il y a des actions. Ça va peut-être pas assez vite, mais il y a des actions positives. Ce qui est important de dire, c'est à quel point ce moment, il a été gagné par des longues luttes et par des luttes de personnes qui jamais ne pourront tirer bénéfice qui sont pas dans la lumière aujourd'hui. Qui sont pas dans la lumière, qui sont pas nommées. Franchement, il y a eu 14 000 personnes qui ont défilé pour les Vies Noires à Genève en juin 2020. J'avais 10 000, 14 000 même, ouais. D'accord. Bon, alors moi j'ai fait partie des organisateurs. Donc selon les organisateurs, 14 000, voilà, et puis selon les observateurs, 10 000. Voilà, okay. Moi je transmets le discours des organisateurs. Il y a toujours eu un décalage entre... Bon, mais donc 10 000, c'est déjà beaucoup. Les collectifs organisateurs, nous avons dit 14 000. Et en étant dedans, on sentait vraiment que c'était une marée... impressionnante. Il y avait d'autres mobilisations importantes en Suisse pour les Vies Noires. Il y a le travail des personnes sur le terrain depuis longtemps. Il faut aussi nommer quand même le CRAN, le Carrefour de réflexion sur le racisme anti-noir, qui a posé le terme et le concept il y a déjà bien longtemps, notamment Kanyana Mutombo. Donc, je pense que moi, j'ai envie de recentrer sur ça. J'ai envie de dire, non mais juste pour finir de dérouler, c'est-à-dire que, par exemple, le bâtiment Karl Vogt a été débaptisé parce que 2 étudiantes afrodescendantes ont lancé une pétition en 2020. Ce qui se trouve, c'est que quand on va maintenant sur le site internet de l'Université de Genève,
leur nom et leur collectif ne sont pas là. Ils sont absents. Donc en fait, l'université va, et j'ai aucun problème de le dire alors que j'y travaille, l'université se recapitalise et se réinstaure comme étant à l'origine d'une décision qui en fait a été arrachée par une lutte, par des étudiantes qui ont tout risqué. Elles ont risqué leur diplôme. Et c'est la même chose pour les noms de rue dans la ville. La ville de Genève se réveille. Elle se réveille. Et je le dis dans un podcast subventionné par cette ville et ils connaissent mes positions. Moi, j'aimerais que on parle de changer les noms de rue et de cet héritage colonial dans nos rues, mais que ça aille beaucoup plus loin. Parce que ce dont j'ai peur, c'est que les actions actuelles se focalisent sur le symbolique, sur la manière dont on se définit, sur la manière dont la Suisse se définit. Donc la Suisse va se définir comme ayant un passé colonial, mais je veux pas qu'on oublie que la Suisse a un présent colonial et un présent racial, et que le plus important, c'est qu'elle agisse sur ce présent. Si c'est juste de reconnaître le passé pour pas changer les conditions du présent, ça va pas. Ça ne convient pas. Alors justement, en quoi le passé colonial impacte-t-il le présent, le racisme qui est présent aujourd'hui en Suisse? En tout, dans les discours qui circulent, les images, les imaginaires, les formes d'appropriation, la dévaluation des personnes noires, enfin leur sous-valorisation systématique, leur absence patente dans les espaces de pouvoir, par la négligence des savoirs issus des diasporas noires, par la négligence médicale, on en a parlé, par l'absence de prise au sérieux, même quand il s'agit de parler de ces thématiques. C'est une invisibilisation qui continue et même silence. Quand il s'agit de parler de thématiques qui nous concernent, je dis nous puisque je suis aussi une femme noire, qui nous concernent directement. Et effectivement, on reproduit juste le même modèle, invisibilisation qu'on a vu dans l'histoire. Un silence. Et un silence. Alors, en termes de solutions, parce que l'approche de Résalience, c'est toujours comment on va de l'avant. Qu'est-ce qu'on pourrait faire justement pour contrebalancer cette invisibilisation? Est-ce qu'il faudrait, je sais pas, je viens d'y penser, un répertoire de toutes les actions qui ont été faites par les Noirs et pour justement faire avancer la question de l'inclusion dans la société? On pourrait par exemple tenir un répertoire où on mettrait la débaptisation du bâtiment Karl Vogt et inscrire le nom de ces deux étudiantes systématiquement. Est-ce que j'y veille en fait parce que quand vous m'avez demandé ce que c'était l'antiracisme pour moi, je suis pas revenue sur le fait que pour moi l'antiracisme c'est aussi un travail de mémoire et c'est essayer de c'est pas juste parler de la violence. J'ai beaucoup mis l'accent sur la violence, mais c'est aussi toujours connaître les stratégies de résistance séculaires dont on hérite. Ne jamais penser qu'on doit réinventer la roue, en fait. Et du coup, veiller à archiver et écouter, se mettre à l'écoute, en fait, des voies de résistance passées pour pouvoir changer nos futurs. Donc, en fait, c'est la mémoire, mais c'est aussi le rêve. En fait, l'antiracisme, c'est aussi, et d'ailleurs, de moins en moins, je dis que je fais un travail antiraciste, et de plus en plus, je dis que je travaille à la libération noire. Parce qu'en fait, j'ai envie de mettre l'accent sur le fait que c'est important de comprendre les violences, mais c'est tellement aussi important de rêver à des mondes qui soient pas structurés par un racisme anti-noir. Et qu'en fait, ces rêves-là, pour vraiment les cultiver, pour les imaginer, il faut aussi aller les chercher dans le passé. C'est un peu cette idée du Sankofa. Excellent. Et ça résonne énormément avec l'approche de Résalience, puisque notre objectif à chaque fois, c'est de comprendre justement les mécanismes d'un problème pour aller y chercher, pour aller créer la solution pour un avenir meilleur. Donc le focus sur le passé, comme ce qu'on a fait pendant cet épisode, c'était pour permettre aux auditrices et aux auditeurs de mieux comprendre le passé, mais ce n'est absolument pas de rester dans ce passé-là, c'est de dire voilà ce que le passé nous apprend. Et c'est un peu la question de la résilience globalement. Qu'est-ce qu'on apprend de nos traumas? Qu'est-ce qu'on apprend des chocs émotionnels, psychologiques? Qu'est-ce qu'on apprend de toutes ces situations traumatiques? Et le racisme en fait partie. Et des traumatismes qui se transmettent de génération en génération, qui vraiment impacte violemment encore la vie de personnes aujourd'hui, qui va continuer. C'est-à-dire que cette transmission transgénérationnelle du traumatisme, si on n'agit pas aujourd'hui, comme vous disiez, pour que ce soit meilleur, on va le transmettre aux futures générations d'afrodescendants. Tout à fait. Donc maintenant, c'est comment on va de l'avant
avec cette meilleure compréhension du passé. Noémie Michel, on arrive gentiment à la fin de ce podcast. J'ai encore 2 questions très rapides. La première, c'est sur vous. Quels sont vos prochains défis, Noémie? Alors, j'ai des défis sur le long terme et des défis sur le court terme. J'aimerais réussir à me définir comme auteur à mes yeux. Donc, j'ai une série de publications, de textes en cours. J'ai récemment coécrit une pièce de théâtre, ça m'a beaucoup plu, donc j'ai envie de diversifier les modes d'expression. Et puis, à long terme, sur toute ma vie, moi, je m'inscris dans les traditions féministes noires. J'ai envie de continuer à étudier ces traditions dans toutes leurs formes d'expression, que ce soit théorique, intellectuelle, politique, artistique. J'ai envie de baigner dedans, de les transmettre, de les partager. Et en fait, ça, c'est, je crois, ce que j'ai envie de faire. C'est un défi, parce que c'est pas facile. C'est pas les traditions qui sont les plus valorisées aujourd'hui ici en Suisse, en Europe. Mais c'est mon but dans la vie. D'accord. Et puis, une toute dernière question. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2023? Parce qu'on est encore en début d'année quand on enregistre ce podcast. Et qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter pour 2023? Grosse question. Alors, j'ai pas envie de répondre avec les termes clichés. J'aimerais répondre avec une citation de Tonika de Bambara qui dit qu'il faut rendre la révolution irrésistible et qu'en fait on avance avec l'idée du plaisir, quoi. Que lutter c'est aussi un plaisir, donc je pense qu'il faut me souhaiter plein de moments qui me rappellent toujours que la révolution doit être irrésistible, donc des moments de plaisir, de joie collective, de joie partagée. Oh, comme ça résonne. C'est exactement la philosophie derrière les alliances. Et on le dit toujours, c'est ce qu'on fait, on le fait avec plaisir, avec joie, et on en tire du plaisir, et on doit partager le plaisir autour, parce qu'on gère des problématiques qui sont suffisamment lourdes, difficiles. Alors si on y va, voilà, il faut y aller avec une énergie très positive. Et l'un de mes mots favoris, c'est la joie. Donc, on se rejoint. On se rejoint là-dessus. C'était une joie de parler avec vous. J'adore les conversations avec d'autres femmes noires. Je trouve qu'à chaque fois, ça me nourrit. Mais la même chose. Alors, merci infiniment, Noémie, parce que j'ai beaucoup, beaucoup appris déjà, et j'adore, parce que ces dernières années, j'apprends énormément depuis que je me suis lancée dans Résalliance, depuis que j'ai fondé Résalliance, et une fois de plus, d'avoir ce type d'échange, ça me confirme, ça me conforte le fait que je suis sur le bon chemin, c'est-à-dire mon chemin. Et je vous remercie infiniment. Et puis, nos auditeurs et auditrices, je pense aussi, apprendront énormément. C'était un moment d'éducation, un moment profond, et en tout cas, voilà, et joyeux. Et merci infiniment pour tout cela. Merci encore Noémie Michel pour ce moment de partage et d'éducation qui nous a permis de découvrir des pans méconnus de l'histoire de la Suisse aussi. Pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, nous mettrons en descriptif du podcast les liens vers les documentations mentionnées, les actualités de Noémie Michel. Chers auditeurs, chères auditrices, si vous aussi vous avez aimé cet épisode, si vous avez appris des choses sur l'histoire coloniale de la Suisse, si vous avez trouvé le contenu instructif, alors n'hésitez pas à nous laisser un 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Petit rappel, le savoir ne se garde pas, il se partage. Alors parlez-en également autour de vous pour en faire profiter d'autres personnes. Si vous avez été ou si vous êtes en ce moment victime d'actes et de comportements racistes, sachez que vous avez toute mon empathie et toute ma compassion. Je sais ce que c'est, je sais ce que cela fait. Ne vous murez pas dans le silence. Le silence ne nous protège pas. Alors parlez-en. Et pour en parler, en Suisse, vous avez les centres d'écoute contre le racisme qui recensent les cas et proposent en plus gratuitement du conseil juridique. Vous pourrez également être orienté dans vos démarches et vous pourrez également avoir accès à du soutien psychologique. Maintenant, pour toutes les situations qui se passent spécifiquement dans le cadre professionnel, quel que soit votre type de contrat, employé, stagiaire, apprenti, consultant, si vous faites l'objet de harcèlement et ou de discrimination de toutes les formes, racisme y compris, vous pouvez vous rendre sur la plateforme rescare.com
rez-care.com. Nous mettrons également le lien en descriptif pour raconter votre histoire. C'est gratuit et cela permet d'enrichir et affiner les statistiques et de mieux cerner l'ampleur du problème du harcèlement et des discriminations de toutes les formes dans le contexte professionnel. La plateforme propose également un service de mise en relation avec des experts dans différents domaines, dont la santé mentale, le coaching carrière et bien évidemment le domaine juridique. Car il est important de le rappeler, le harcèlement et les discriminations de toutes les formes sont des mécanismes d'exclusion qui portent atteinte à l'intégrité. Une intégrité que l'on a souvent besoin de défendre et qu'on a certainement besoin de reconstruire. Chose qui n'est pas facile à faire sans un accompagnement adéquat. Alors n'hésitez pas à oser demander de l'aide. Merci beaucoup pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. C'était Joëlle Payom pour le podcast Résilience.